Forgés au lendemain de la guerre de la Bête, les Tomb Keepers affrontent les ennemis de l'Imperium depuis près de 8 millénaires. Leur quête pour la vérité dans une galaxie bâtie sur des mensonges les a opposés à des ennemis peu enviables. Les Tomb Keepers livrent bataille avec une précision tactique et une résolution sans faille. Ils combattent non seulement avec le saint bolter et la lame révérée, mais aussi un savoir millénaire gravé dans la mémoire, car ils estiment que seule la vérité et la compréhension ont raison des ennemis de l'humanité. Chaque bataille est méticuleusement planifiée, chaque adversaire analysé et chaque allié scruté avec soin afin de remporter la victoire la plus efficacement possible. Puis, lorsque la poussière de la bataille retombe, tout est à nouveau consigné pour servir au mieux la prochaine guerre des Tomb Keepers. Les Tomb Keepers furent fondés en 546 M32 dans le sillage de la guerre de la Bête. Cette guerre contre les orques avait prélevé un lourd tribut parmi les armées impériales, et il fallut de nombreux chapitres Space Marines pour défendre l'Imperium et le Segmentum Solar contre les nombreuses menaces de la galaxie. Tous les chapitres existants participèrent en fournissant échantillons et génogermes. C'est du stock génétique des Ultramarines que naquit le chapitre 281 qu'on finirait par appeler les Tomb Keepers. Comme pour la plupart des chapitres à leur création, les officiers et les spécialistes étaient détachés du chapitre par an. Le capitaine Caelus Viator de la seconde compagnie des Ultramarines fut promu maître du chapitre et il supervisa la création de 400 frères de bataille pendant 20 ans. Il établit leur terrain de formation sur Dornak 4, un monde hostile, stérile du Segmentum Solar. Les nouveaux aspirants y furent soumis à des années d'épreuves physiques, de psycho-endoctrinement, d'altération génétique et d'amélioration chirurgicale douloureuse pour devenir des guerriers de l'Adeptus Astartes. Plusieurs centaines réussirent ces tests éprouvants. Des milliers d'autres échouèrent. En même temps que les forces de Viator se formaient au combat, le chapitre développa ses infrastructures. Barges de bataille et croiseurs parvinrent de Macragge, chargés de blindés, d'aéronefs, de modules de largage, de châssis Dreadnought et d'une vingtaine d'inestimables armures tactiques Dreadnought, les Terminators. Le tout s'accompagnait de serfs chapitraux, logisticiens, techno-savants, équipages, personnel médical, fabricateurs, artisans, réquisitionneurs, architectes et bien d'autres. Les dîmes planétaires fournirent de la matière première, on alloua les munitions, on récita des litanies et on apaisa les esprits de la machine. En l'an 567 M32, le chapitre 281 était déclaré apte à servir l'empereur. Assigné à veiller sur le Segmentum Pacificus et les routes Warp en direction de Terra depuis l'ouest galactique, les astronefs du chapitre naissant se dirigèrent vers le point de Mandeville de Sol pour se translater vers le secteur peu connu de Karakros. Cette région de l'espace était assez peu peuplée selon les archives impériales, mais grouillée de Vixenos. Lorsque ce n'était pas des corsaires à Eldari ou des infestations de Rudd, il s'agissait de bandes d'orques en maraude. Toutefois, tous semblaient éviter un système planétaire au cœur du secteur Karakros. C'est dans ce système désigné sous la référence GB677 que le chapitre décida de s'installer. 4 des 8 planètes du système étaient habitables. Ils choisirent d'atterrir sur Istruma. Istruma est plongé dans un état de souffrance perpétuelle. Ce monde est balayé par le rayonnement de la naine blanche du système et seul un vaste continent sur sa face cachée est à l'abri du bombardement de radiation constant dû à son verrouillage gravitationnel. Par ailleurs, l'orbite de la planète est erratique, et ceux de ces deux lunes créant des périodes de soubresauts tectoniques dramatiques qui donnent tour à tour naissance à des montagnes et à des failles, d'où jaillissent des mers de lave.
Istruma est peu peuplé selon les critères impériaux. Sa surface et ses chaînes montagneuses accueillent ça et là de petites colonies de mineurs, mais la majorité de la population vit sur le seul continent habitable. La capitale de la planète est Nivene, dont les sous-sols abritent les vastes bibliothèques de son peuple. La forteresse monastère des Tomb Keepers est érigée près du pôle nord de la planète, au sommet de la chaîne montagneuse du Zatos. Elle est lourdement renforcée afin de résister aux radiations délétères de son soleil. Autour de cette étoile gravite une anomalie artificielle. Très similaire à l'anneau de fer de la Sainte Mars, l'anomalie prend la forme d'une bande continue qui ceint l'étoile à son équateur céleste, à une distance d'environ 5000 km. Selon le diamètre de l'étoile, on estime que l'anneau fait environ 80 000 km. Il tourne à la même vitesse que l'étoile, mais en raison de l'absence de motifs distinctifs, il apparaît comme statique sur les scans longue distance. Les scans à courte portée révèlent que l'anneau dispose d'accès sur sa face extérieure et d'excroissance sur sa face intérieure. Ces dernières ont la forme d'un tronc de pyramide à base carrée et semblent dépourvues de fonction. Les accès s'ouvrent à l'approche de petites navettes. L'intérieur de l'anneau est isolé du vide, mais dépourvu d'atmosphère et exige d'y porter des scaphandres en permanence. Il est protégé de la chaleur, ce qui suggère qu'une source d'énergie quelconque est encore bien active, bien que nous n'ayons aucun indice sur sa nature. Il n'y a aucun hublot. L'intérieur comme l'extérieur est dépourvu de motifs, même si des sortes de panneaux de contrôle munis d'écrans cristallins jalonnaient la section qui avait été explorée. Les panneaux sont demeurés inertes. Les murs, comme toute la station, sont faits d'un alliage non identifié. Les armes et les outils ne parvenaient pas à attaquer la matière. L'anneau ne pouvait être détruit ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Et cependant, aucun signe de représailles d'une quelconque machinerie de défense ne fut détecté suite aux investigations des explorateurs. Il fut donc déclaré que le chapitre Space Marine des Tomb Keepers veillerait à perpétuité sur cette anomalie. En posant le pied pour la première fois sur Istruma, les Space Marines découvrirent un monde oublié de l'Imperium, une poussière dans une galaxie de plusieurs milliards de planètes. Pourtant, les autochtones les accueillirent à bras ouverts, car ils les reconnurent comme les guerriers célestes d'antan, les grands héros de l'humanité. Viator et sa suite furent traités avec tous les honneurs et conduits à Nivene, la cité principale de la planète, où le Conseil planétaire les reçut avec déférence. On narra la longue histoire d'Istruma aux Space Marines et comment son peuple vint de l'ancienne Terra des millénaires auparavant, et on exhiba maints artefacts forgés par les meilleurs artisans de la planète. Alors, on leur raconta la grande tragédie qui avait accablé le peuple d'Istruma. Au fil des millénaires, son espérance de vie avait chuté drastiquement et les autochtones ne dépassaient que rarement l'âge de 30 ans. Les enfants devenaient des apprentis destinés à maîtriser l'artisanat de prédilection de leur famille. Ils apprenaient vite et tout était consigné dans des journaux personnels qui seraient transmis à leurs descendants, afin de ne pas perdre trace du savoir ou de la technologie. Les artefacts présentés à Viator et ses officiers prenaient un nouveau sens. Ils n'étaient pas l'œuvre d'une seule personne, mais d'une pléthore d'artisans au cours de maintes vies abrégées. Néanmoins, les Istrumans ne se plaignaient pas de leur existence brève. Ils avaient expliqué à Viator qu'ils savaient que même si on refermait leurs livres, leur légende continuerait à vivre à travers leurs mots. La mort, disait-il, devait être embrassée et non pas crainte. Les Space Marines furent conduits sous la cité de Nivene, où on leur présenta une bibliothèque aussi vaste qu'une ville. Des rues et des avenues étaient dévolues à des millions d'ouvrages et de terminaux d'information. Sur les rayonnages s'étalaient des éons d'histoire. Le contenu de cette bibliothèque façonnerait le chapitre pour les millénaires à venir. Viator estimait qu'Istruma et ses habitants étaient prometteurs. Il voyait en eux un peuple robuste et plein de ressources,
et le savoir qu'ils avaient accumulé dépassait presque l'entendement. Pour un esprit tactique comme celui de Viator, la simple collection de monographies stratégiques de la bibliothèque justifiait de faire d'Istruma un monde chapitral. Avec la bénédiction du Conseil planétaire, les navites orbitales fondirent des cieux et on entama la construction d'une forteresse monastère au sommet des monts du Zatos, sur l'hostile pôle nord de la planète. Pour célébrer l'événement, les Istrumans offrirent à Viator l'un de leurs plus grands trésors, un grimoire conservé en stase intitulé le Livre Blanc. Viator leur rendit hommage en baptisant le chapitre. On appellerait désormais cet ordre militaire et ses guerriers les Tomb Keepers. Istruma s'avéra un choix judicieux pour un monde chapitral. Le système planétaire était riche de ressources et ces 4 mondes habitables fournirent un grand nombre de recrues. Bien des familles envoyaient leurs fils passer l'épreuve des pages dans l'espoir qu'ils deviennent des guerriers célestes et honorent leur nom. Les jeunes prometteurs étaient soumis à des défis de force et d'endurance avant d'être envoyés dans les déserts radioactifs pour éprouver leurs compétences de survie. Puis ils s'affrontaient dans des arènes spécialement conçues sous le regard du maître des recrues. Nombre d'entre eux n'y survivaient pas. À mesure que les aspirants survivants devenaient des néophytes, ils commençaient à recevoir les organes qui en feraient des Space Marines. Toutefois, lorsqu'ils implantaient le 18e organe, les glandes progénoïdes, les apothicaires du chapitre notaient un effet secondaire psychologique curieux. Les Istrumans, qui avaient jusqu'ici une espérance de vie réduite, étaient virtuellement immortels à présent qu'ils devenaient des Space Marines, et beaucoup luttaient avec cette dichotomie et la crainte de se voir privés de leur place parmi leurs défunts ancêtres. Ce sentiment trouvait un écho parmi le peuple d'Istruma, qui commençait à ne plus les voir comme les glorieux guerriers qu'ils imaginaient, mais comme des parias. Certains de ces nouveaux Tomb Keepers étaient téméraires et se considéraient comme des morts en sursis après avoir outrepassé leur espérance de vie, tandis que d'autres étaient plus renfrognés. Tous, toutefois, n'éprouvaient plus la peur de mourir et acceptaient la fugacité de l'existence encore mieux que leur propre peuple. Grâce à un psycho-endoctrinement soutenu, les recrues apprirent à maîtriser leurs sombres résolutions tout en continuant de ruminer. Nombre d'entre eux utilisaient leurs quelques minutes de temps personnel pour tenir un journal, une habitude de leur vie précédente que les chapelains ne parvenaient pas à étouffer. À mesure que les néophytes devenaient des frères de bataille, ils commençaient à prendre des notes sur leurs adversaires et à définir de nouvelles tactiques. Viator observa alors avec intérêt. Si le Codex Astartes promouvait le respect de la tradition, il encourageait aussi l'innovation. Leur primarque, Roboute Guilliman lui-même, ne prisait-il pas la quête de savoir ? À mesure que le chapitre s'approchait de son plein effectif, Viator invita ses frères à embrasser les coutumes d'Istruma. Il les encouragea à développer de nouveaux talents et à approfondir leur compréhension de leurs ennemis. On écrivit maints livres, et au fil des millénaires, on en renferma bien d'autres. Alors que d'autres chapitres s'appuient sur l'agressivité ou une puissance de feu supérieure pour vaincre, les Tomb Keepers privilégient l'application clinique d'une discipline martiale et misent sur des tactiques supérieures et la compréhension des facultés ennemies. Outre leur entraînement quotidien, les frères de bataille étudient en profondeur les adversaires qu'ils vont affronter, analysent tous les engagements majeurs des Tomb Keepers et apprennent à maîtriser le jargon de bataille du chapitre. Fort de ce savoir, un frère de bataille comprendra la stratégie employée et son rôle grâce à un ordre bref. Chaque frère est en outre encouragé à tenir un journal de ses propres observations au combat afin d'enrichir les connaissances du chapitre dans son ensemble et permettre le développement constant de nouvelles tactiques et stratégies. Le culte du chapitre insiste fortement sur les traditions d'Istruma et perpétue les enseignements qui placent la science et la raison au-dessus de la superstition et de la foi aveugle. Globalement, les guerriers du chapitre sont des érudits presque autant qu'ils sont des guerriers. Ils sont réfléchis, mesurés et humains selon les critères impériaux du moins, et ils feront souvent passer la vie des civils avant la leur.
Les Tom Keepers ont gardé plusieurs traditions d'Istruma, dont la cérémonie de la fermeture du livre. Quand un frère de bataille est tué, son livre personnel est récupéré par un apothicaire en même temps que ses glandes progénoïdes. Après le combat, l'un des frères du guerrier détaillera dans le dernier chapitre du livre sa mort héroïque. Une cérémonie, officiée par l'orateur de la compagnie, le chapelain, célèbre alors les hauts faits du défunt. Le livre est par la suite rituellement fermé et enroulé d'un ruban rouge, symbole de sacrifice. Après un certain temps, les journaux des défunts sont tous envoyés sur Istruma, à la bibliothèque de Nivenais. Comme la plupart des Space Marines les plus loyaux, les Tom Keepers décorent leurs armures de sceaux de pureté. En outre, chacun est autorisé à ajouter un ruban de parchemin à un sceau, sur lequel il inscrit les noms de ceux qui sont morts à ses côtés. On raconte que quand le maître de chapitre Sabium est finalement tombé au combat, ces sceaux de pureté contenaient plus de 800 noms, chacun écrit de sa main. En digne descendant des Ultramarines, les Tom Keepers suivent de près les préceptes du Codex Astartes, en particulier au regard de l'organisation du chapitre et de la structure d'une compagnie. La troisième compagnie des Tom Keepers inclut un mélange de guerriers expérimentés, d'écus gris et de frères de bataille primaris nouvellement formés. En tant que compagnie de combat, la troisième, qu'on appelle aussi les Briseurs de Dieu, a toujours été en première ligne des guerres et des croisades du chapitre, et récemment en particulier contre les Nécrons de la dynastie Toct et la Death Guard de la 13e croisade noire d'Abaddon. L'arrivée de Marines Primaris fut une bénédiction pour la troisième compagnie, qui reçut la majorité des allocations d'écus gris lors de la réorganisation du chapitre. Retrouvant leurs effectifs de combat, les Briseurs de Dieu rejoignirent la croisade Indomitus dans le Segmentum Ultima et le groupe de combat Calides. Le savoir des frères de bataille de la compagnie s'avérerait crucial dans la guerre contre les Nécrons du système Argovon. Les Tom Keepers ont livré maintes batailles et leur héritage martial a été disséminé dans toute la galaxie pendant près de 8 millénaires. À l'ère Indomitus, ce sont de nouvelles légendes que les Tom Keepers écrivent, tandis qu'ils braquent leurs bolters sur les ennemis de l'humanité, mus par leur implacable quête de savoir et de vérité.